Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Nicolas. Oui. Troisième et dernière partie, si tu l'acceptes, de ton témoignage. Ouais, tu terminais le précédent épisode en disant comme ton chemin a été difficile et comme cette série de coming out, tu faisais un geste avec tes mains, tu sentais comme un énorme poids sur tes épaules. Et un des coming out les plus importants pour toi, si j'ai bien compris, c'est celui à tes enfants. Donc t'as 2 enfants qui, au moment de ton coming out, c'était il y a 4 ans, 39 ans. Ouais, 39 ans, donc là, ouais, donc 3-4 ans, oui. 3-4 ans. Et toi, tu t'étais donné la règle de ne leur dire qu'à leurs 10 ans. Voilà, c'est ça. En fait, ils devaient avoir au moins 10 ans pour que je puisse leur expliquer ma vie et qui est vraiment leur papa. C'était quoi ton raisonnement pour ne pas le faire avant ? Mon raisonnement, c'est qu'ils aient la maturité de l'accepter, de le comprendre et de l'accepter. C'est-à-dire que en dessous, pour moi, dans ma tête, c'était qu'ils n'étaient pas assez matures et ils auraient pu avoir une déformation des on-dit, de personnes qui à côté, qui auraient pu avoir cette information-là et la déformer devant eux. Et ils n'auraient pas eu les arguments pour pouvoir dire « Mais mon papa, il est heureux, en fait. » Donc voilà. Donc pour moi, je me suis dit 10 ans, 10, 12 ans, donc là, 10, 11 ans, j'ai dit, ok, ils vont être assez matures pour pouvoir l'accepter, donc l'enregistrer, et avoir les arguments pour pouvoir se défendre si des fois on me disait que leur papa était monsieur le gay de par le gay, qu'il ne fallait pas du tout parler autre chose. Donc j'ai dit, ok. Donc, parce qu'à ce moment-là, tu vis toujours dans un village ou une ville petite où tout le monde se connaît. Dans une petite ville, donc là, un petit village. Donc à cette époque-là, j'avais mes enfants 4 semaines d'été. Comment c'est passé ? C'est que j'avais, merci les séries et les films, il y avait I Love Victor qui passait à l'époque. Donc c'est un film où un enfant découvre son homosexualité et il le dit à sa famille. Donc je dis ok, donc je vais faire les enfants, on va se mettre devant la télé et voilà, on va voir ce film là. Et à la fin, plus ça avançait, plus ça va. Je dis bon voilà, papa a envie de vous dire un truc. Papa en fait il aime les hommes. Et là il me regarde, ok. Vous avez bien compris. Je dis voilà, c'est-à-dire que il y aura plus de belle-mère ou autre chose. Il y aura peut-être un beau-père, peut-être futur, mais j'ai envie d'être moi. Et même si j'ai rencontré votre maman, on s'est aimé ou autre, maintenant j'ai envie de vivre ma vie et de découvrir cette expérience d'être moi-même et d'aimer les hommes. Donc mon fils avait 10 ans, ma fille avait 11 ans. Alors c'était marrant parce qu'en fait je les ai élevés comme mes parents ont pu m'élever, c'est-à-dire que la peur de l'inconnu, c'est toujours dire... si une personne te dit qu'elle a un sexe, donc elle est de race différente ou une religion différente, accepte-la, écoute-la, et après aime-la si tu as envie de l'aimer. Donc on les a, en tout cas, moi et mon ex-femme, on les a toujours élevés sur la compréhension de ne pas avoir peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc quand je leur dis ça, ma fille, la première réaction, elle fait « chouette ». Je dis « pourquoi chouette ?» Elle dit « je serai la seule princesse de ta vie ». Et là tu te dis ok, d'accord. Et les deux en duo m'ont sorti papa, le plus important c'est que tu sois heureux. Et là tu fais ok, et vous avez bien compris. Il fait oui mais nous on s'en fiche, il faut que tu sois heureux papa, faut que tu arrêtes de pleurer. Et là pouf, ils disent ça, donc moi je suis en larmes et j'ai fait ok, bon tu vois j'en parle encore et j'ai encore les larmes qui sortent, mais c'est tellement admiratif de dire ok, donc et je pense que indirectement le fait de les avoir élevés là-dessus, de les avoir
sur ne pas avoir la peur de l'autre et d'accepter les personnes même différentes, bah là, ils ont dit, bon, ok, le message est passé. Et donc là, j'étais super heureux. Et là, j'ai dit, waouh. Alors, bien sûr, ils sont chargés de le dire à mon ex-femme, hein, parce que courageux, mais pas téméraire. Donc, t'as pas eu envie de... Tu as besoin d'un mouchoir ? Oui, je pense que dans ma veste, il doit y avoir ça. Je vais t'en chercher un. Hop là. Ouais, toi, tu t'es pas senti de le dire à ton ex-femme ? Non, et en plus, c'était ma vie. Donc, c'est ma vie. Donc, quand j'ai dit... Je le disais à mes enfants, ok. Mon ex-femme, bah, elle su indirectement par les enfants. Et après elle s'en doutait, parce que j'ai su après qu'elle s'en doutait avant que j'annonce aux enfants. Parce que, mine de rien, j'ai contacté un gars qui directement lui a dit... qui était en fait un copain de mon ex-femme, en fait. Ah. Il lui a dit ouvertement, il fait ton ex-mec qui t'envoie des messages. Donc, j'étais un peu flou, je dis voilà, je vais trouver l'amour, peu importe le sexe. Et lui, il lui a dit à l'époque, il est gay ton mec. Et j'ai rencontré ce gars en question, Joseph. Et l'an dernier, il m'a dit mais tu sais très bien qu'elle s'en doutait qu'elle était gay, c'est même moi qui lui ai dit. Parce que je comprenne, en fait, t'étais encore avec ton... Alors, quand je me suis séparé... C'était à la séparation. À la séparation, ouais. Voilà, on s'envoie des messages, la rancœur que tu peux avoir quand tu te sépares, surtout quand tu divorces. Et je lui avais envoyé un message assez énigmatique pour dire, moi, je vais être de toute manière, t'inquiète pas, je vais être amoureux, peu importe le sexe que la personne avec qui je vais être. Ça, tu le dis à ta femme ? Je l'ai envoyé par SMS, c'était des messages, je l'ai zappé, en fait. À ton ex-femme. Ah, d'accord, ouais. Et le copain en question, je le recroise l'an dernier. Il me dit, quand tu avais envoyé SMS, ah oui, j'avais envoyé cet SMS. D'accord, je ne savais plus. Il fait, mais je lui ai dit que c'était gay, en fait. Et donc, cette boucle était bouclée, en fait, déjà à l'époque, et je ne m'étais pas rendu compte. Parce qu'elle a réagi comment, du coup ? Bien, en fait. Après, c'est une relation... Elle a accepté... Elle n'a jamais parlé. Mais après, quand je lui disais que j'avais rencontré quelqu'un, que je suis quelqu'un... Elle n'a pas eu de remarques plus différentes, en fait. Elle était toujours... En fait, notre relation après la séparation a été tumultueuse et assez... il y a plein de rancœurs, autre chose. Mais au fil des années, on a réussi à trouver notre harmonie. Et maintenant, on parle de nos histoires avec des nouvelles rencontres qu'on peut avoir. Chacun a fait sa vie. Maintenant, ça fait 9 ans, donc même bientôt 10 ans. Et que je dise voilà, aux enfants que j'ai rencontré quelqu'un, et que je représente comme ce que j'ai actuellement, une relation, un homme, elle le sait directement par les enfants, mais elle accepte bien. J'ai jamais entendu mes enfants dire quelque chose comme quoi maman a dit un mot plus haut que l'autre. Moi, j'ai cru entendre dans ton récit que tu as eu besoin que plusieurs fois, autant de fois dont tu as besoin, être rassuré et validé par ton monde extérieur, par tes amis, d'abord Cécile, puis les autres amis, par tes frères et sœurs, et après mes enfants, tes parents, oui. Quelque part ton père avec ses blagues, c'est une validation, tes enfants. Est-ce que la boucle était bouclée et quand on a parlé à tes enfants, t'étais prêt à aller au chapitre d'après? Alors, la boucle était bouclée, presque. J'ai aussi celui-là, donc au niveau professionnel. Mes collègues étaient très... Donc à l'époque, je travaillais en tant que formateur et de contexte. Mes collègues voulaient me mettre dans les pattes une autre collègue. Personne n'était au courant que j'étais gay. Donc à la fin, j'ai dit non. Je me suis même vu dire à un collègue, j'ai dit non, mais non, me propose pas de rencontrer notre collègue hors de boulot, parce que je suis zébite. Parce que je suce des bites. Voilà, j'ai dit ça textuellement. Ok. Il fait ok, d'accord. Ok. Si violemment, parce qu'en fait, il y avait une telle pression au niveau du travail, j'ai dit... Après, je suis pas obligé de vous clamer avec mon travail que je suis homosexuel, mais vu que tu veux me proposer une collègue à fréquenter, je dis non, c'est pas dans mon contexte et c'est pas dans ma recherche. Ouais. Elle fait ah bon, d'accord, ça montre... Et là, il y a des réflexions encore. Ouais, mais tu fais pas gay. Je dis oui, mais je suis peut-être pas gay, mais j'ai pas envie de... Je suis obligé de te dire comme ça, ouvertement, que je suis gay parce que... au moins qu'on n'ait pas d'ambiguïté et que maintenant ça soit calmé. C'est la première fois au travail que j'ai avoué mon homosexualité. Tu dis souvent avouer.
Ouais. Et je dois te dire que moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur parce que pour moi, on avoue un crime, on avoue une faute, on dit une vérité, mais on n'avoue pas une vérité. Bah oui, c'est... Enfin, si on peut, hein. Non, mais tu emploies les mots que tu veux, mais Ouais, je te partage mon pincement. Alors, avouer, parce que en fait, c'était encore se justifier auprès, donc au niveau monde professionnel, comme quoi, même si je suis hétéro ou homo, peu importe, je suis toujours la même personne. Mhm. Et donc là, j'étais obligé, donc, on parlait au sorti du contexte, parce que en fait, souvent, milieu professionnel, ça déborde. C'est-à-dire que les personnes cherchent à savoir si tu rencontres quelqu'un, si tu as des enfants. Ils étaient au courant que j'avais des enfants, mais ils n'étaient pas au courant de ma vie à côté. Bien sûr. Donc, est-ce que après ce coming out aussi au boulot, est-ce que ça se... Ah, ça Tu fais quoi en fait? Ouais. Parce que toi, tu dis, je suis plus sapio, c'est-à-dire j'ai de la joie intime quand j'ai une connexion avec la personne. Est-ce que tu te mets à dater ou qu'est-ce Alors, oui. Alors, en parallèle, en fait, ce qui arrive, c'est que je commence à utiliser des applications de rencontre comme tout le monde, et je découvre un nouveau monde. Un nouveau monde où je dis, pourquoi ils s'embêtent autant que ça de se mettre dans des cases ou dans des types de profils. Le nouveau monde, c'est monde gay, entre guillemets. Le monde gay, communauté gay, échange, rencontre, voilà. Et c'est quoi ces cases que tu découvres? Ces cases, c'est que, en fait, c'est comme... alors moi, au départ, j'ai dit, punaise, je suis un paquet de lessive, et je dois me décrire comme un paquet de lessive, pour être la meilleure marque, pour me distinguer des autres. Je dis, mais pourquoi je fais ça, en fait? J'ai dit, pourquoi ils font ça? Pourquoi je dois te dire, voilà, si je suis actif, si je suis passif, si je suis... je découvre les termes, je fais, ok, d'accord. Je dis, moi, je suis juste amoureux, ou j'ai des relations, de rencontres, mais je me suis jamais posé ces questions-là. Donc j'ai dit, ok, je découvre, excusez-moi, je suis un peu naïf. Mais j'ai dit, ok, d'accord. Mais pourquoi se mettre autant de pression? Alors j'ai fait un cheminement pour plus avoir de pression sur les épaules. Et je retourne sur un contexte où je rencontre des gens, il faut se mettre une nouvelle fois une pression, ou s'étiqueter avec des critères, comme si en fait ton profil à toi, c'était pas toi en fait. Tu mettais tes bons caractères, ou alors si tu veux des rencontres, il faut absolument que tu gommes ton âge, si tu dois avoir des jeunes, tu dois avoir... Et j'ai dit, mais punaise, c'est quoi ce monde-là? J'ai le monde où en fait tu es obligé de te dire... en fait, il faut que je réponde aux envies de l'autre. J'ai dit, mais alors, en fait, les rencontres... j'avais utilisé des applications de rencontres pour rencontrer des femmes, mais j'avais pas une telle pression de critères, en fait. De me décrire, de dire, ah oui, il faut que je rentre le ventre, parce qu'en fait, faut pas être gros, faut pas que je dise un peu... faut que maintenant, je demande pas limite le nom de la personne, c'est normal qu'on fasse un date... sans se connaître, et je suis waouh, c'est quoi ce truc? Et moi je me suis adapté comme tout le monde. Fallait déjà que je me trouve dans quel cas je me rentrais, ou pouvais rentrer. Et après, t'as fait comment pour... en fait, tout bêtement, tu te renseignes des termes, et grâce à ton podcast, on apprend des termes au fur et à mesure. Ah ouais, le podcast a joué un rôle. Oui, parce que ouais. après il y a tellement de... alors, c'est comme c'est même la même chose que quand tu découvres le libertinage, où il y a des personnes qui ont des codes de couleurs, ou avec leurs envies, et là tu fais, ah ouais, il y a tout ça, c'est violent en fait. C'est violent au départ, parce que je dis, mais moi je suis juste moi, je suis romantique, j'aime faire des bisous, j'aime caresser. Mais en fait, non, c'est pas ces codes-là qu'ils veulent, en fait. Ils veulent savoir si je suis actif ou passif, si j'aime bien être vieux, est-ce que j'ai des kinks à te lui mettre directement à attacher quelqu'un avec une laisse. Mais c'est quoi ce truc? Je découvre un nouveau monde. Et ça, sur les apps de rencontres autour du village où tu habites, c'est fréquent, enfin, c'est-à-dire... Alors, parce qu'en gros, si je comprends bien, toi, ce que tu trouves violent, c'est cette sursexualisation ou la sexualisation sans émotion, et tu dis, moi, je suis plutôt amoureux, bisous, sentiments. Il existe des gens, des gays qui ont cette même recherche. Et ce que tu trouves violent, c'est qu'ils ne sont pas sur Grindr. Alors, ce que je trouve comme violent, c'est que, en fait, même pour un plan, il faut répondre à l'envie de l'autre avant de dire, en fait, moi, je suis comme ça. En fait, faut que tu sois le meilleur packaging
pour avoir une rencontre, en fait. Si tu n'as pas ce packaging, si tu ne réponds pas aux bons critères, bah, tu n'auras pas tel ou tel monsieur, tel ou tel gars que tu vas rencontrer sur l'appli, parce qu'en fait, bah, tu ne réponds pas à ces besoins. On n'apprend pas à te connaître et à savoir qui tu es en tant qu'individu. On te fait rentrer dans une case taille de bite, c'est ça. taille de corps, c'est ça? C'est comportement, pratique sexuelle, et on te jarte si tu corresponds pas. C'est ça. Et est-ce que c'est sur toutes les apps de rencontre que tu as cette expérience? Alors, Grindr est particulière, tu vois. Oui, c'est Grindr et Romeo qui sont comme ça. Après, les autres applications, genre Tinder, c'est plus pour apprendre un peu. Alors, pour moi, c'est des relations un peu plus longues où tu recherches pas que te répondre à des kinks à des personnes, en fait. Ok. Ouais. Et ça, c'est juste que t'as pas rencontré Tinder au début. Au début, t'étais. Non, j'avais une envie comme tout le monde, c'est-à-dire de découvrir. Ouais, je suis gay, je vais découvrir, je vais faire des rencontres. Voilà. À ce moment-là, donc là, c'est il y a 3-4 ans, il n'y a plus de bar gay à... T'es toujours près de Poitiers? Je suis toujours à 20 minutes de Poitiers, et même j'ai projeté je suis allé en colocation à côté de Poitiers. Ok. Et donc, il n'y a plus de bar de rencontres, donc tout se passe beaucoup en ligne. C'est ça. Maintenant, la société fait de sorte que, en fait, tout se passe... Alors, soit les personnes sont beaucoup plus timides et plus secrets ou autre chose, mais il n'y a plus de lieu de rencontre, en fait. Tu as des applications, plus ou moins, pour projeter ce que tu as envie. C'est-à-dire que Gaymec ou des applications à côté... Gaymec? Ouais, Gaymec. Je la connais pas. Ah ouais, sur le site internet Gaymec, tu vas voir. Ok. Tu vas découvrir un autre monde qui est plus direct, en fait. Qui est plus direct que... en tout cas, sur Poitiers, c'est plus direct que sur... Grindr encore. Sur Grindr, ouais. Donc c'est encore plus direct. Ouais. Donc c'est encore plus violent pour toi. Ah oui, c'est que tu as des photos et tu réponds et... Allez, au bout de même pas une heure ou une demi-heure, t'as ton plan, en fait. Ouais. À Paris, je dirais que l'équivalent, c'est Les Pompeurs. Ah, Les Pompeurs, c'est très vieux, ça. Ça a évolué dans le temps. Ouais. Le site Les Pompeurs, c'était un des premiers sites que j'avais vu, moi, dans les années 2000, je crois que ça a commencé, et après, ça a évolué derrière, mais c'était l'un des premiers sites où tu pouvais y avoir des petites vidéos gays. À ne pas confondre avec lespompistes.fr, non. La Confédération des pompistes de France. Excuse-moi, désolé. Je me suis permis une petite blague. La parenthèse est fermée. Mais alors, comment on rencontre l'amoureux? Donc là, j'ai l'impression que ce chemin-là, il est assez violent. Comment tu t'échappes de cette grinderisation? Alors, d'abord, dans un premier temps, c'est qu'en campagne, par rapport aux villes, le Grindr n'est pas pareil. C'est-à-dire que tu as plus de temps à discuter et même, on ne te jette pas comme ça. Même si maintenant ça commence à arriver, mais on ne te bloque pas directement. Attends, mais du coup, tu me perds parce que pour moi, tu fais ta découverte gay via Grindr notamment et tu habites en campagne. Tu me décris une violence qu'après tu contredis en disant ça ne se passe pas comme ça. Alors, moi, je bouge beaucoup en France. Donc, okay. C'est-à-dire que sur Poitiers, au départ, moi, j'étais stupéfié d'avoir en ville, quand j'ai arrivé ici sur Paris ou à Bordeaux ou ailleurs, où quand tu réponds pas à un critère, pof, t'es bloqué. Là, tu me parlais notamment des villes ou des grandes villes. Okay. Et donc là, tu me parles... Quand t'es en province, ou dans des petites villes ou petits villages, tu dois t'adapter. Et en fait, parfois, tu arrives à rencontrer des personnes qui sont... qui arrivent à aligner 2 mots. Sans dire, c'est quoi ta bite, c'est quoi ton truc, voilà. Donc, ton amoureux actuel, est-ce que tu as vérifié avec lui qu'on pouvait... Oui, je lui ai posé la question. Il est OK. Super. Alors, j'ai fait... Tu l'as rencontré sur Grindr? C'est ça. Ah, alors là, il y a un plot twist, alors, en fait... Un rebondissement, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai eu des rencontres aussi avec d'autres hommes avant, c'est-à-dire que plus ou moins longues. Kevin, qui est mon chéri, j'ai rencontré... on a discuté... il y a longtemps sur l'application, mais lui, il était encore marié à l'époque. Et donc, il avait coupé court. Il me reprend contact, là, mois de novembre. Et tout bêtement... Ce novembre-là? Ouais. Et là, aujourd'hui, on est en février. Donc, début novembre, février, voilà. Novembre, décembre, janvier, février. 4 mois. C'est tout court. Mais c'est ta deuxième relation? C'est dans les relations suivies, c'est ma 3e, en fait, au niveau des hommes. Voilà. Okay. Et tout bêtement, lui aussi, il a les mêmes codes que moi. C'est-à-dire qu'il a vécu longtemps avec une femme. Uh-huh. Et je dis, bon, ok. Donc j'ai dit, bon, toi, ça fait... il se venait juste séparer. Je dis, bon, je te propose un resto. Donc on a fait un resto. Ouais.
On a discuté de tout et de Quel rien. resto? Un resto sur Poitiers, le cas. Non, excuse-moi, c'était pas pour citer le resto, mais Un resto vous avez classique. mangé quoi? Qu'est-ce qu'on C'était a mangé français, c'était asiatique. C'est pas donc classique. Hein, je pense qu'on a dû manger genre croque-monsieur avec des choses comme ça. Donc Très bien. français de base, comme un bistrot. Mais on a réussi à tenir une conversation sans. On a parlé de rencontres, de nos passés, des enfants, parce que lui aussi en a. Quand tu le vois la première fois, tu penses quoi? Ah, sympa. Il est mignon. Ouais. Ouais. Super. Il est mignon, et je dis, mais lui, il découvre juste ce que j'ai découvert moi il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il découvre l'application, et on a tous un passé. Donc en fait, on discute de nos passés respectifs. Et après, j'ai dit, voilà, on va pas terminer comme ça. Je dis, ok, on va se balader. Donc on sort du resto, on va se balader sur Poitiers. On fait facilement 1 ou 2 kilomètres dans la nuit de Poitiers, et j'ose l'embrasser. Et lui, il fait ah ben, tu es d'accord de m'embrasser dans la rue? Je dis, bah oui, moi, tu vois ma carrure, je pense que personne ne peut m'embêter, en fait. Je suis assez imposant, donc si j'aime quelqu'un et que je veux le montrer, je vais pas attendre, et je l'ai embrassé en pleine rue. Parce qu'il a un peu désarçonné au départ. Ouais. Et après, bah voilà, on a fait tout le cheminement classique, c'est-à-dire qu'on s'est tenu la main jusqu'à se raccompagner à nos voitures. Il m'a dit, je te propose un verre. Je suis ok. Bon, bien sûr, le verre, c'était pas un verre, en fait. On a continué jusqu'à la soirée. Et au fil du temps, en fait, ça a matché de sorte que je suis resté 2-3 nuits chez lui. Lui, il est resté chez moi. Et au bout d'une semaine, alors lui, il venait juste séparer. Son ex-femme est encore dans son périphérique. Donc, je dis, sois discret. Je dis, par contre, méfie-toi. Moi, j'ai avoué avec mes enfants. Mais par contre, tes enfants vont te griller. Et au bout d'1 semaine, je crois, sa fille, elle prend son téléphone. Bonjour, je suis la fille de Kevin. Et je commence à échanger des SMS avec sa fille. Comment elle a compris parce que j'imagine que son père a plein de potes. Alors, son père, en fait, il est assistant maternel. Il travaille à la maison. Et j'ai dit, méfie-toi, t'envoies trop d'SMS. Parce que d'habitude, il n'avait pas l'habitude d'envoyer des SMS. Et là, on envoie toute la journée. Donc, tu vas te faire griller. Non, je vais pas me faire griller. Et en fait, il s'occupe de son travail à la maison. Donc, naturellement, ses enfants, le mercredi après-midi, ils ont accès à son téléphone. Mm. Et donc là, je reçois un premier SMS. Bonjour, c'est tu. Alors, mon chéri m'a surnommé Doudou. T'es le doudou de mon papa? Parce que lui, il en a déjà parlé. Donc voilà. Et donc, elle a commencé à envoyer des messages. Mais donc, il lui en a parlé à sa fille. Oui, ah, d'accord, ok. D'accord. Parce que le week-end d'avant, j'avais. Tu l'as mis en préparé. garde. J'ai préparé. J'ai dit, méfie-toi, prépare notre terrain parce que sinon, tu vas te faire griller. Donc, il l'a dit à ses enfants. Ouais, il l'a dit. Et sa fille t'a contacté, t'a envoyé un C'est texte. Ok. Toi, quand tu fais tous ces coming out et tu te lances dans ta vie de gay, Oui. si je puis dire, et ça a quel impact sur ta sexualité? Parce que... ouais, vas-y. Alors, en fait, ma sexualité a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais très passif et je subissais, ou j'étais pas très acteur. Tu veux dire passif pénétré ou passif pénétré, faisant peu de choses? Pénétré et ça se limitait à sucer autre chose. Mais ça, c'était quand j'avais une 20aine d'années. Au fil du temps, en fait, quand j'ai fait des rencontres hors, quand j'étais pas en couple avec une femme, en fait, c'était, en fait, les actifs ont déserté le monde. Et donc, résultat, en tout cas dans la région, on va se retrouver, il fallait prendre l'initiative parce qu'il fallait tester. Les actifs ont déserté le monde. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des vrais actifs, comme les Versa, quand tu annonces Versa, et la plupart du temps, quand tu dis Versa, ok, tu grattes, tu dis, bah oui, t'es passif, t'es pas Versa. D'accord, donc en fait, sur les apps de rencontre, il n'y a que des hommes qui aiment se faire pénétrer. Alors pour moi, voilà, c'était ton expérience. Ouais, mon expérience. Ouais. Après, donc, ceux qui m'intéressaient étaient plus passifs, moi, un autre... on fait la belote ou autre, mais et donc parce que pour toi, un rapport sexuel qui te met en joie, il y a forcément une pénétration anale. Moi, à cette époque, oui. À cette époque, j'étais assez basique où il y avait un rapport sexuel, en fait. Il y a d'autres choses à faire que la belote. Voilà, on est d'accord. Et c'est pour ça que moi, ma sexualité a évolué. Domino, par exemple. Oui. Un Monopoly. Voilà, après, tu sors des jouets aussi. Mais un Uno de voyage. Ok.
Non, mais à ce moment-là, t'avais envie de pénétration, t'es sur les réseaux de rencontres et il n'y a pas de mecs Non. qui peuvent pénétrer. Il y a des hommes qui m'intéressent et instinctivement, je dis voilà, Je vais te pénétrer. je vais pénétrer. Voilà. Bah ouais. Je vais pénétrer ou est-ce que ça t'intéresse qu'on teste un truc et en fait, On teste quoi? qu'on teste que un coup ça soit lui, un coup ça soit moi Ouais. et en fait, j'avais pas ce terme versatile. C'est quand il y a 2-3 ans où j'ai dit ah tiens Versa existe. Je connaissais pas. Soit on était l'un, soit on était l'autre avant pour moi. Ok. Et là, de fil en aiguille, j'aime bien être actif. Voilà. En grosse aiguille quand même. En grosse aiguille. C'est pas. Voilà. C'est en fait le côté de. En fait, je pense que si je dois calquer par rapport à les relations féminines, en fait, le fait d'être dominant, même pour les hommes, même pour mes relations hommes, c'était naturel pour moi. Mais j'avais toujours cette envie de dire de temps en temps, pourquoi pas. Non, j'ai pas compris, excuse-moi. Alors. Avec les femmes, tu n'étais pas dominant? Si, j'étais. Naturellement, t'es dominant et t'es acteur lorsque t'as un rapport sexuel avec la personne, avec la femme. D'accord. Alors que quand j'étais avec un homme, c'était pas naturel pour moi au départ. T'étais un peu déconnecté? Tu dissociais, tu vois? Je dissociais les deux en fait au départ et après je dis vu qu'avec une femme, je suis l'homme et que je pénètre. Je dis pourquoi pas tester au fur et à mesure avec mes rencontres avec les hommes de pénétrer. D'accord. En fait, pour moi c'était naturel. Pour toi, être dominant, c'est quoi? Ça veut dire quoi que je comprenne? Alors attention. Dominant, en fait, il y a différents degrés. C'est-à-dire que dominant, c'est la personne qui va prendre le dessus sur l'autre. C'est-à-dire qu'il va être initiateur des démarches, des actions. Dans ma tête, en tout cas, c'est ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, c'est ça? T'as pas besoin de pénétrer. Oui, encore aujourd'hui, c'est pas besoin de pénétrer. C'est si tu prends l'initiateur d'une caresse, de l'acte sexuel ou autre. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça. Après, il y a le dominant, limite BDSM, où moi j'avais testé quand j'étais jeune et j'ai testé après des rencontres où tu as différents degrés de BDSM où tu vas jusqu'à l'ultra dominant. C'est-à-dire que tu as toujours un mot, tu dénonces quand tu fais ton plan, et c'est ce qui m'est arrivé plein de fois, où tu dis voilà, on a un mot-clé, quand tu diras stop, ça sera stop. Et j'ai pratiqué cette partie-là aussi. Oui, ta première définition, c'est plus entreprenant. Oui, est-ce que tu es entreprenant? Et après, tu es d'accord. Enfin, bon, en fait, tu dis ce que tu veux, mais juste pour que je te comprenne. Et toi, la sexualité BDSM a été très présente dans ton. Oui. Oui, parce qu'en fait, je voulais explorer toutes les limites et tous les interdits que je pouvais m'autoriser. Donc, j'ai découvert la sexualité vanille comme on peut avoir au départ. Après, classique. Et après, le classique BDSM, pour moi, c'est du classique aussi. Pour beaucoup de personnes, ils mettent une catégorie, donc une case encore. Mais pour moi, c'était si la personne veut qu'on lui serre la gorge ou qu'on aille plus fort, voilà, et qu'on aille faire ça dans les endroits, que ce soit directement un sauna ou à côté, pourquoi pas? Mm-hmm. Et donc j'ai testé. Donc, t'as testé, mais aujourd'hui, si tu devais me prendre en photo la sexualité que tu kiffes. Alors, je suis... alors, c'est très compliqué. Alors, je suis de base... De baise. De base. En fait, je suis assez varié, en fait. J'arrive pas à m'arrêter sur un... J'arrive toujours pas à me fixer sur une case, sur quelque chose de défini. C'est-à-dire que je veux très bien être romantique, où on fait de la sensualité. Et j'aime bien cette partie sensualité de caresse, de baiser langoureux, de prendre son temps, que l'autre partenaire trouve l'excitation, que tu fasses remonter l'excitation auprès de l'autre partenaire. Mm-hmm. Mais je peux très bien avoir parfois des envies, des pulsions, comme tout le monde, où je te prends sur la table et vas-y, on y va comme un couple classique, en fait. Pour moi, c'est un couple classique, pour moi, dans ma tête. Parce qu'en fait, tu peux avoir une sexualité qui n'est pas binaire, en fait, qui est pas toujours linéaire. Mm-hmm. Tu peux très bien avoir une vie où tu es bien avec ton partenaire dans le lit, et une autre fois, tu fais ça entre deux portes, dans les toilettes, voilà. Uh-huh. Et est-ce que dans le sexe que tu kiffes, est-ce qu'il y a, toi, t'es pris violemment ou t'es pris avec... Est-ce que toi, t'aimes être un peu soumis?
Alors, Il y a ton regard là qui dit pas mal de choses. bah, j'aime les deux en fait. Alors, je suis très dominant, donc mon chéri, il le sait. Mais parfois, bah, j'aime comme tout le monde dire voilà, alors pas comme tout le monde, comme pour moi, voilà, que moi. Sinon, tu vas te faire engueuler. Voilà, Si tu écoutes ces podcasts, tu sais que le comme. non, tout c'est le que monde- parfois aussi, j'aime bien que la personne soit aussi s'exprime librement et répondre à mes envies, Hmm. de me faire pénétrer, de me faire Bah ouais. que je suce. J'aime bien sucer, donc voilà, sans complexe. Bah, et parfois, je dis bah voilà, on tente. Et c'est là où moi le terme versatile est présent en moi. Hmm. Et mais versatile plus actif, c'est-à-dire que sur les 100 fois où on va faire l'amour ou autre, eh ben en fait il y a une ou deux, voire 5 fois où je voudrais être passif parce que j'ai envie. Ouais. Ou que lui Alors a que tu as envie. commencé ta sexualité Étant passif. en étant celui qui est pénétré C'est ça. et que tu es devenu celui qui pénètre par manque d'options Bah oui, c'est ça. disponibles. C'est ça? Oui. Est-ce que toi tu vois je crois que c'est premier ou deuxième épisode, tu m'as dit aujourd'hui encore je continue à payer le prix de cette honte et d'avoir enfoui. C'est le cas. Et ma question plus spécifique, c'est est-ce que tu vois l'impact aujourd'hui? Donc, tu as fait tout un chemin de libération, un chemin de sexualité. Est-ce que tu vois encore des morceaux de honte avec lesquels tu te débats? Alors oui, parce qu'en fait je suis encore sous le contrôle. C'est-à-dire que j'aime donner. Donc je suis parfait amant pour donner plaisir à l'autre ou autre. Mais recevoir, c'est plus compliqué. Recevoir, c'est apprendre à faire confiance à l'autre et donner une liberté. Et c'est très, très compliqué. Et je suis encore là-dessus à travailler dessus. J'ai rigolé parce que ça me parle. Hein. Je rigolais pas de toi, mais Non, je mais- pense à un partenaire qui m'a dit exactement ça. Il m'a dit genre, lâche prise Guillaume. J'étais là, Mais c'est vrai que quand tu étais dans le contrôle de toute ta vie, et tu te dis, bon, bah, faut que je puisse apprécier le moment, faut que j'arrive à casser, donc à déverrouiller ces petites portes que j'ai encore. Et en fait, c'est avec ton partenaire suivi ou les rencontres que tu vas avoir, tu vas pouvoir t'autoriser à avoir. Et mais c'est bizarre parce qu'en fait, c'est une question de confiance. Et quand tu fais des plans, si t'as pas un régulier, tu seras toujours dans ton contrôle. Moi, en tout cas, je serai toujours dans mon contrôle si je fais une succession de plans derrière. Ouais. Il y a d'autres gens qui pensent à l'opposé, c'est-à-dire c'est parce que je ne te connais pas que je m'autorise à lâcher prise. Ah, mais je suis. Versus j'ai besoin de confiance afin de lâcher prise. Ah, ouais. Mais ouais, en tout cas, toi, dans ton cas, t'as besoin de cette confiance et de ce lien. C'est ça. Et après, quand je rencontre les personnes, ben, je suis libéré, mais plus libéré à l'extrême côté dominant. C'est-à-dire que quand je faisais des rencontres, bah, moi j'étais la plupart du temps actif, très dominant, les plans étaient directs, c'est-à-dire t'arrives, tu te fous à poil, je te prends et tu repars. Ouais. Donc, là, dernièrement, j'étais avant que je prenne une maison, j'étais en colocation avec des hétéros. Beaucoup de sujets. Alors, C'est quoi ça? Alors, c'est-à-dire qu'en fait... C'est quoi Non, je faisais une blague. C'est quoi cette race? Quelle est Des races cette espèce de personne? qui sont très admiratifs de nous, en fait. Parce que quand moi, je fais des rencontres, on avait une maison partagée avec deux autres gars, deux potes qui étaient hétéros. Ils font, mais vous êtes sidérants, les gars. Vous rencontrez quelqu'un, vous l'avez sur l'application, il vient, 20 minutes après, il repart. Ouais. Je sais, bah ouais, et en plus, j'ai dit, ça m'a pas coûté un resto, ça m'a pas coûté autre chose. Et ils sont, ah ouais, d'accord. Alors là, tu t'es empressé de lui partager mon podcast pour qu'il découvre qu'il y a plein d'hommes gays et queer qui ne veulent pas du tout par contre, ces plans rapides. Par contre, J'ai d'accord, hein. Non, malheureusement, je l'ai pas fait. Sur l'instant, j'ai pas pensé. Non, t'es pas d'accord. Non, pas de partager le podcast, mais t'es d'accord que c'est pas légué. Enfin, il y a certaines personnes qui kiffent des plans cul comme moi, rapides, mais il y en a plein, c'est pas le cas. Oui, il y en a beaucoup qui comme moi, ça dépend avec qui tu as une affinité. Ouais, c'est ça, comme toi. Ouais. Et quand tu as un échange avec une personne, c'est très agréable de la rencontrer et de dire ah ouais, c'est différent. T'avais une peur panique de la honte sociale. Ça veut dire t'avais peur du qu'en dira-t-on. Oui. Depuis que t'as fait ton coming out, est-ce que t'as fait face à ton pire cauchemar qui est avoir quelqu'un qui sous-entend avec un regard ou des paroles quelque chose de négatif parce que t'es gay
et comment ton corps a réagi? Parce que parfois, le trauma, je trouve, c'est ton corps qui réagit. Et ben là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ok, j'ai assumé que j'étais gay, donc coming out tranquille, d'accord. Et au niveau de la société a beaucoup évolué, même en campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce regard critique de dire « Oh, c'est le gay ». On a été, mine de rien, il y a eu beaucoup de démarches d'associations LGBT qui ont permis d'ouvrir et de casser beaucoup de carcans et de stéréotypes que tout le monde se projetait sur la communauté gay. D'accord. Et donc l'avantage, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, naturellement, je me sens plus libre de mes mouvements, d'embrasser mon copain, de lui tenir la main. Tu n'as jamais été la cible d'une insulte ou d'un regard malveillant? Alors, j'essaie de réfléchir. C'est intéressant. Enfin, ouais, ça a changé, quoi. Ben non, ouais, non. Ça a non. changé. Non. C'est un petit peu contradictoire avec... tout à l'heure, tu me disais, il n'y a pas d'endroit LGBT, il n'y a pas d'assaut, il n'y a pas d'espace en campagne ou en tout cas là où je suis pour rencontrer. Il y a des assos, mais en fait, je suis admiratif de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, là, tu vois, dernièrement, j'ai fait des marches de la fierté. Là, il y a même dans mon petit coin une marche rurale qui existe où, en campagne, tu peux avoir des jeunes qui sont trans, qui sont non-binaires, qui sont fiers avec leur drapeau de marcher avec des familles avec des petits-enfants, des papis ou autre chose. J'ai fait ça cet été, c'était lunaire. C'était lunaire. Et j'ai dit, waouh! Alors, moi, je ne suis pas démonstratif, mais j'ai dit, waouh, c'est enfin que ça arrive. Ça veut dire quoi, t'es pas démonstratif? Bah, je me dis pas que parce que je suis gay, je suis obligé de me mettre en avant et de dire autre chose. Je dis non, moi, je vis ma vie. Mais du coup, t'as fait ta première marche? J'ai fait mes premières marches. J'ai fait ma première marche sur Poitiers il y a 2 ans. D'accord. Et l'an dernier, j'ai participé à la deuxième des marches. Non, je peux le dire ou pas? Les marches rurales Bien sûr, tu peux le sur la dire. Chenevelle. C'est de la pub. C'est de la pub. Alors, je suis pas organisateur, mais je pense que je vais être organisateur là cette année. Mais ouais. C'est tellement bien de voir des jeunes agriculteurs qui font comment un char avec un tracteur. C'est avec la musique techno et même des événements le soir. Tu te dis, enfin, ça arrive en campagne, ça arrive et même tu as des personnes des tout petits micro-villages en fait. Chenevelle, c'est, je sais pas, combien d'heures, 500 personnes, même pas de caisse. Ouais. Et ça attire du monde. Donc c'est génial de dire, enfin, ça arrive, la société évolue. Ouais. Et c'est là où je me dis, waouh, moi, ça m'a permis, moi, de mon côté, de dire, je suis encore plus libre qu'avant. C'est-à-dire que j'ai fait cette marche, j'étais tout discret, j'étais tout seul, j'étais pas avec des potes ou autres. J'ai vu à côté des drapeaux, j'ai vu des jeunes qui, même sur Poitiers, c'est-à-dire qu'on fait aussi des marches comme ça. Il y en a qui arrivent avec l'association LGBTI qui est sur Poitiers, arrivent à organiser des marches avec des assos. Donc il y a Aide, il y a des assos qui sont présentes pour de la prévention, pour des stands. Et tu te dis... Tu te sens moins seul? Ah, je me sens moins seul. Ouais. Je me sens moins seul et je suis très fier que même les jeunes de 15, 20 ans, alors ils font leur petite marche avec leur pancarte, avec leur Insta dessus pour rencontrer derrière, mais... Ah oui? Ouais, c'est très malin. Donc en fait, si je flash son code Insta, après je peux lui parler. Ah bah oui, après tu fais l'arrobase quelque chose, ils ont leur message et ils ont leur compte Insta qui est derrière. C'est très, 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 très malin. Très malin. Mais j'ai une femme, donc j'ai une copine qu'on s'est rencontrée, elle a assumé qu'elle était lesbienne, elle a fait, tu viens, elle était presque les seins à l'air, tu fais, mais normalement t'es pas comme ça. Elle fait, tais-toi, c'est ma journée. Voilà. Ouais. Et c'est que la société a évolué. Moi, j'ai vu 30 ans de société où c'était réprimé, surtout dans mon lieu de ruralité, de petite ville, où mine de rien, il y a une évolution des mœurs qui ont évolué. Même quand je discute avec des copines qui maintenant ont plupart trentaine ou quarantaine d'années, voire cinquantaine d'années, qui même elles ont vécu qui ont des mœurs beaucoup plus libres. Qui ont changé. Tu parlais tout à l'heure de ta maman qui t'invitait à ne pas parler de ton homosexualité sur Facebook. Donc qui disait ok, t'en as reparlé avec elle. Alors, comment t'en es où aujourd'hui? Je n'ai pas reparlé. Il y a eu un gros pas, c'est que j'ai présenté Kevin à mes parents. La première fois, je dis bonjour, c'est mon copain. Donc, ma mère n'avait pas hésité. Elle fait bon, c'est un copain qui nous a présenté, un copain comme ça.
Et j'ai fait, la dernière fois, je suis, tu viens pour le repas de famille? Je dis, bah oui, mais je suis avec Kéline. Et j'y viens et tout, si t'es d'accord. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Donc il est venu au repas de famille, je crois que c'était mes enfants et mes parents, et pas de problème. Ok. Ouais, et donc mon père en face de mon copain, et ça s'est bien passé. Donc, Est-ce que t'as osé le toucher? Ouais. Ouais. L'embrasser? L'embrasser, non. Parce Ouais. que même lui, quand tu vois, j'étais présenté chez sa mère et son beau-père, il y a un respect des personnes. C'est-à-dire que si la personne dit, voilà, vous pouvez être en couple, si la personne n'autorise pas à ce qu'on se embrasse ou qu'on se touche, on respecte le lieu de la personne, en fait. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes... Parce que je trouve que dans les familles, les cultures familiales, je crois que j'ai... Moi, mon frère et ma belle-sœur, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah. Non, je pense que... Bon. Non, mais en fait, ça se roule pas des pelles, quoi. C'est ça. Et ça, c'est dans mes codes familiaux. Donc, c'est pas hétéro-homo, c'est juste dans le code familial, il y a... Est-ce que toi, dans ta famille, les couples hétéros aussi, ils se touchent pas, ils s'embrassent pas? Je te parle de smack, hein. Les caresses ou les bisous, on peut faire des bisous. Mais pas si t'es homo. Bah non, même pas. Mais là, il n'y a pas eu ce mot-là. Donc moi, et je suis très, très tête de mule, si je veux le faire, je le ferai. Donc, non, mais... Et je te dis ça, excuse-moi, je te dis ça parce que moi, j'ai jamais osé embrasser un garçon dans ma famille. Bon, après, j'ai pas présenté beaucoup de gens. Et en fait, c'était pas une... Pardon, je pointais pas en mode... Mais je crois que je voulais te demander, est-ce que toi, t'y es arrivé? Moi, j'y arrive pas. Ouais, moi, je pense que mais toi, tu y arriverais. y arriver. Ouais. Après, on s'est embrassé chez sa famille, elle, chez sa mère et son beau-père. Sa famille à elle. Non, à lui, parce que... Attends, je pensais à sa mère, donc j'ai dit elle, mais bon. À Kevin, donc sa mère, et en fait, son beau-père nous a gentiment dit, voilà, vous pouvez... vous êtes ensemble, il n'y a pas de problème, mais vous embrassez pas lorsqu'on est en repas ou autre chose. Ah, tu l'as vécu comment? J'ai respecté ce choix parce qu'en fait, ça aurait pu être dans n'importe quelle famille le même cas. C'est-à-dire que, mais en fait, après, je pense que c'est le fait que lui, il a connu son ex-femme, à mon copain, ou alors il y a encore des barrières à faire sauter, parce que tout le monde doit accepter aussi. Et voilà. Ouais. Moi, ça vient me chercher à un endroit super contradictoire entre aimer les gens là où ils sont, et du coup accueillir et foutre le feu à la baraque. Ouais, mais genre prendre un bidon d'essence. Tu peux être comme ça, tu peux vouloir mettre le feu dans la baraque, comme tu dis, sauf que il faut aussi respecter le lieu de la personne sur qui tu vas. C'est son lieu. Ah oui, alors, excuse-moi, je prends mes clics et mes claques et je me barre. Ça c'est possible. Moi je peux être de ce tempérament là s'ils acceptaient pas. Mais c'est problématique parce que c'est potentiellement mes beaux-parents que j'ai envie d'aimer les gens là où ils sont et pas d'exiger d'eux qu'ils soient ailleurs. Et puis aussi le moment où du coup je coupe le lien, ça impacte aussi mon couple. Je pense qu'il faut être intelligent, c'est-à-dire que c'est pas possible pour moi. Tout s'est pas fait en un jour. Tout s'est pas fait en un jour. Il y a eu une évolution de la société et des mœurs qui ont évolué au fil des années. Si une personne te dit gentiment respectez-moi, tu la respectes. Après, à quel prix? En fait, moi le problème, et c'est mon point de vue, hein, et on est à des chemins, toi et moi, très différents, et j'essaye pas de te convaincre, mais pour moi, en gros, quelqu'un qui me demande, tiens, tu vois cette énorme merde d'homophobie, avale. Vas-y, je te regarde, mange et avale. Ouais, mais... Et vraiment, et je l'ai fait, tu sais, j'ai grandi dans un milieu conservateur à Versailles, et moi, le nombre de merde qu'on me tendait et que je mangeais en souriant, et en disant même, laisse-moi terminer, en disant même, j'adore, et en disant même, merci, j'ai eu un déclic, et puis je vais avoir 40 ans dans quelques années, et c'est fini. Mais la question que je pose, c'est à quel prix à quel prix pour moi, hein, à quel prix pour la personne, et moi j'ai une empathie, je peux décrypter et connecter pourquoi cette personne hétéro me demande de pas m'embrasser, etc., pourquoi elle tente de prendre soin de quelque chose. Un défi pour moi. Ouais, mais tu vois, à comparer, il y a certaines familles où quand tu es en couple, quand t'es pas marié, tu dois être dans 2 chambres séparées. S'ils doivent dormir à la maison, ils dorment pas dans le même lit. Ah, si le papa dit à hétéro et homo, c'est la même règle, je ne veux que personne s'embrasse devant moi, ça, j'ai aucun problème. Ça, du coup, je dis, monsieur, ok. Mais là, t'es d'accord que c'est que pour les homos?
Là, c'était que pour nous. Bah, bien parce sûr. qu'en fait, il y avait le frère de mon copain qui était là. Il pouvait embrasser sa copine, ça ne le dérangeait pas. Bah ouais. Par contre, on a pu, moi, déjà, sinon, de notre côté, j'ai déjà gagné le fait Oui. de pouvoir dormir avec mon chéri, Oui. de faire ce qu'on a envie de faire dans leur chambre, Oui. nous prête pour la nuit. Bah déjà, c'est déjà un premier pas. Après, Bien sûr. faut y aller progressivement. Tu choisis tes combats. Oui, voilà. Après, Bah oui, tu t'en tapes. voilà. Nous, à la fin, on s'est embrassé dans la voiture, on s'est roulé les pelles, et ensuite de faire le coup de la panne, il fera le coup de la panne, mon chéri. Voilà, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais je te comprends complètement. Merci. Mais de rien. C'est la fin de notre... Ah oui, c'est rapide. Tu trouves? Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de partager? C'est pas obligatoire. Oui. Peu importe à quel niveau on est notre vie, faut déjà apprendre à s'aimer et ensuite l'accepter pour ensuite véhiculer ce message-là aux personnes qui nous entourent. C'est beaucoup d'étapes, mais moi, je suis un exemple, j'y suis arrivé et mais l'herbe est tellement verte maintenant. Je suis libéré d'un poids qui me bouffait et donc chacun va à son niveau, à son allure, mais tant qu'aimez-vous et allez plus loin si vous pouvez. Ouais, je crois que quand je t'ai demandé en préparant cet entretien pourquoi c'était important pour toi de témoigner, tu disais mais est-ce que je suis tout seul? Il y avait un petit côté, et c'est peut-être ça ton message de la fin, c'est qu'il y a il y a peut-être une résonance dans les oreilles de certains hommes qui nous écoutent, c'est ça? Oui, parce que je pense pas être tout seul. À comparer, mon chéri, il a divorcé, il a eu presque en parallèle la même vie. Je pense pas être tout seul, mais en tout cas, moi, c'est mon chemin personnel. Et je suis très, très, très bien maintenant. Et c'est libératoire de dire, je peux sortir, je peux être qui je suis pas obligé de vérifier si j'ai levé la main un peu trop haut ou haute, ou si j'ai levé mon petit doigt. Merde, c'est moi. Et tu peux venir me chercher. Ok, si tu m'aimes pas, on pourra dialoguer, on pourra peut-être se fighter parce que si tu vas plus loin. Mais en tout cas, je serai moi. Tu t'autorises à être un peu efféminé parfois? Mais oui, mais naturellement, ça ressort. Ah ouais? Ça ressort, bah oui, mais maintenant, je m'en fous si je prends ma tasse de thé avec mon petit doigt, je m'en fous. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais en fait, c'est Naturel? c'est naturel. C'est naturel. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci Nicolas. Mais de rien. Ça va? Oui. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.